23 janvier 1943, 03h47 du matin, secteur est de Thionville, région de la Moselle, territoire occupé de la France. Le bruit des bottes allemandes résonnait dans le couloir de béton humide comme les battements d'un tambour funèbre. Élise Durette gardait les yeux fixés au sol, non pas par peur, mais parce que c'était le seul endroit où elle pouvait encore choisir de regarder. Ses mains étaient attachées avec du fil de fer oxydé, si serré que la peau ne saignait même plus. Elle brûlait simplement. À ses côtés, 6 autres femmes marchaient en file indienne, toutes en silence. Aucune ne pleurait, aucune ne suppliait. Elles avaient déjà appris dans les caves de la Gestapo que les larmes ne servaient qu'à nourrir le plaisir des interrogateurs. Ce qu'Élise ne savait pas, ce qu'aucune d'entre elles ne savait, c'est que le pire n'avait pas encore commencé. Elles étaient conduites vers un lieu qui ne figurait sur aucune carte militaire, une annexe clandestine de l'armée allemande, cachée à 3 kilomètres de la ville, à l'intérieur d'un ancien dépôt de munitions désaffectées. Officiellement, cet endroit n'existait pas, mais pour les femmes françaises classées comme éléments dangereux, infirmières cachant des juifs, messagères de la résistance, paysannes gardant des armes ou simplement mères refusant de livrer leurs fils au travail forcé, ce baraquement était le dernier chapitre de leur vie. L'un des soldats, un jeune sergent du nom de Becker, poussa la porte de fer. Le grincement fut long, aigu, comme le cri d'un animal blessé. Élise leva les yeux pour la première fois et son estomac se retourna. L'intérieur était vaste, froid et éclairé par des ampoules faibles suspendues au plafond. Des chaînes de métal lourds descendaient de poutres en bois, se terminant par des menottes ouvertes. Il y avait des traces de sang séché sur les murs et une odeur, Dieu. Cette odeur, un mélange de rouille, d'urine, de sueur humaine et de quelque chose de plus profond, quelque chose que seule la peur prolongée peut produire. Becker marcha jusqu'au centre du baraquement et se tourna vers les femmes. Ses yeux étaient clairs, presque enfantins, mais sa voix était métallique, dépourvue de toute émotion humaine. Vous avez exactement 48 heures. Silence. L'une des prisonnières, une femme plus âgée nommée Marguerite, osa demander d'une voix tremblante. 48 heures. Pourquoi? Becker sourit. Ce n'était pas un sourire cruel, c'était pire. C'était un sourire technique, bureaucratique, comme s'il expliquait le fonctionnement d'une machine. Pour l'objectif final. Et puis, sans un mot de plus, les soldats commencèrent à attacher les femmes aux chaînes. Élise sentit le métal glacé serrer ses poignets, sa taille, ses chevilles. Les chaînes étaient conçues pour maintenir les prisonnières dans une position impossible, ni debout, ni assise, simplement suspendues, avec les muscles en tension constante, forcées de choisir entre la douleur dans les bras ou la douleur dans les jambes. Les portes se refermèrent. Le son résonna comme un coup de feu. Et alors, pour la première fois depuis des mois, Élise Durette, qui avait survécu à 3 interrogatoires de la Gestapo, qui avait vu sa sœur fusillée devant sa maison, qui avait juré de ne jamais craquer, ressentit quelque chose qu'elle pensait avoir enterré à jamais, une peur absolue. En cet instant précis, quelqu'un écoute cette histoire, peut-être dans une grande ville, peut-être dans un petit village, peut-être de l'autre côté de l'océan. Et si cette personne sent qu'il vaut la peine que des histoires comme celle-ci continuent d'être racontées, des histoires réelles, sans filtre, sans romantisation, alors un geste simple suffit. S'abonner à cette chaîne. Commenter d'où elle regarde. Parce que chaque nom, chaque lieu, chaque voix qui se joint ici garantit que la mémoire de femmes comme Élise ne soit pas effacée. Pas aujourd'hui. Jamais. 24 janvier 1943. 14h20. Élise se réveilla, ou plutôt reprit conscience, sans savoir si elle avait dormi ou simplement perdu connaissance. Ses bras étaient engourdis, ses jambes tremblaient. La femme à côté d'elle, Marguerite, respirait difficilement, le visage pâle comme de la cire. De l'autre côté du baraquement, une jeune femme aux cheveux noirs nommée Simone pleurait doucement, mais sans larmes. Son corps n'avait plus d'eau pour produire des pleurs. La porte s'ouvrit. 3 soldats entrèrent. L'un d'eux portait un plateau métallique avec du pain sec et un seul verre d'eau. Il posa le plateau au sol, bien au centre du baraquement, loin de la portée de n'importe laquelle des femmes. « Celle qui veut manger » dit-il en allemand, avec un accent de Bavière,
devra demander poliment. Silence. Ou, continua-t-il, souriant maintenant, vous pouvez attendre jusqu'à demain. Marguerite, la plus âgée, céda la première. Sa voix sortit faible, presque inaudible. « Ah, s'il vous plaît, de l'eau ?» Le soldat s'approcha. Il prit le verre. Il le porta aux lèvres de Marguerite. Elle but 2 gorgées. Il retira le verre. Et puis, délibérément, il versa le reste de l'eau sur le sol de béton. Quelqu'un d'autre veut demander poliment. Élise serra les dents. Elle n'allait pas céder. Elle n'allait pas leur donner le plaisir de la voir craquer. Mais pendant qu'elle pensait cela, son estomac se tordait de faim, et sa gorge brûlait de soif. Et elle comprit, avec une horreur croissante, que c'était exactement ce qu'il voulait. Transformer des femmes fortes en mendiantes. Transformer la dignité en désespoir. 25 janvier 1943, 22h10. Les premières 24 heures étaient au passé. Il n'en restait que 24 jusqu'à l'objectif final. Élise ne savait toujours pas ce que cela signifiait, mais elle commençait à comprendre que ce n'était pas une exécution. L'exécution serait rapide. L'exécution serait une libération. Ceci était différent. Pendant la nuit, 2 soldats revinrent. Cette fois, ils n'apportèrent pas de nourriture. Ils apportèrent des outils, marteaux, pinces, barres de fer. Ils commencèrent à travailler sur les chaînes, les ajustant, les serrant, créant de nouveaux points de pression. Chaque mouvement était calculé. Chaque serrage était mesuré. Il n'y avait pas de brutalité aléatoire. Il y avait une méthode. L'un des soldats, plus âgé, aux cheveux grisonnants, parlait pendant qu'il travaillait. Sa voix était presque paternelle. « Vous savez pourquoi vous êtes ici ?» demanda-t-il en français avec un fort accent allemand. « Ce n'est pas par haine, ce n'est pas par colère. C'est parce que vous avez choisi d'être dangereuse. Vous avez choisi d'aider les ennemis du Reich. Vous avez choisi d'être des exemples. » Il serra encore un boulon sur la chaîne de Simone. Elle gémit de douleur. « Et maintenant, continua-t-il, presque philosophique, vous allez devenir des exemples d'une autre manière. Vous allez montrer ce qui arrive quand les femmes françaises oublient leur place. » Élise sentit la rage monter comme de la bile, mais elle ne dit rien. Elle savait que chaque mot serait utilisé contre elle. 26 janvier 1943, 11h35. Il ne restait que quelques heures. Le baraquement était plus silencieux que jamais. Marguerite avait cessé de respirer 2 heures plus tôt. Personne ne l'avait remarqué immédiatement. Ce n'est que lorsque les soldats entrèrent pour l'inspection matinale qu'ils s'en aperçurent. L'un d'eux vérifia son pouls, secoua la tête et fit une note sur un presse-papier. « 41 heures, dit-il, comme s'il chronométrait une expérience scientifique. Enregistrement. Collapsus cardiaque dû au stress extrême. Il regarda les autres femmes. Encore 7 heures. Voyons combien arrivent à la fin. Ce fut à ce moment que quelque chose en Élise se brisa. Pas sa volonté, pas sa force, mais son illusion que tout cela avait un sens rationnel. Ces hommes n'essayaient pas d'obtenir des informations, ils n'essayaient pas de les effrayer. Ils les détruisaient, simplement, par plaisir, par contrôle, par pouvoir. Et puis, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La chaîne qui retenait le poignet gauche d'Élise, affaiblie par des mois d'utilisation, corrodée par la rouille et le sang de dizaines de femmes avant elle, céda. Pas complètement, juste assez pour qu'elle puisse bouger la main. Élise regarda autour d'elle. Les soldats étaient en partie. Elle avait, tout au plus 15 minutes avant qu'ils ne reviennent. Elle bougea les doigts lentement, testant l'amplitude. Une douleur aiguë traversa son épaule, mais elle l'ignora. Avec un effort surhumain, elle réussit à atteindre le crochet qui retenait la chaîne de sa taille. Clic. La chaîne tomba. Simone, à côté, ouvrit les yeux grands ouverts. « Élise, qu'est-ce que tu fais ?» Je survis. Ce qu'Élise ne savait pas, alors qu'elle se libérait lentement de ses chaînes, c'est que son évasion désespérée allait devenir l'un des témoignages les plus dévastateurs de la Seconde Guerre mondiale. Des décennies plus tard, son récit serait utilisé dans des procès internationaux, révélant au monde entier l'existence de centres de torture psychologique qui ne furent jamais officiellement reconnus par le Troisième Reich. Mais en ce moment, en janvier 1943, Élise Duret ne pensait pas à l'histoire. Elle ne pensait pas à la justice. Elle ne pensait qu'à une chose, si elle pourrait vivre encore 48 heures, ou si elle mourrait en essayant.
26 janvier 1943, 12h02. Élise Duret était libre de ses chaînes, mais elle était toujours prisonnière. Le baraquement n'avait qu'une seule sortie, la porte de fer par laquelle les soldats entraient et sortaient, et elle savait qu'elle était verrouillée de l'extérieur. Il n'y avait pas de fenêtre, seulement une petite ouverture de ventilation au plafond, recouverte de barreaux métalliques. Même si elle parvenait à l'atteindre, il serait impossible de passer à travers. Mais Élise ne pensait pas à s'évader. Pas encore. Elle pensait à survivre. Elle regarda autour d'elle, prenant conscience de chaque détail avec une clarté douloureuse. Marguerite était morte, suspendue aux chaînes comme un épouvantail macabre, son visage figé dans une expression de résignation qui glaçait le sang. Simone était semi-consciente, ses lèvres gercées murmurant des prières incohérentes qui se perdaient dans l'air glacé du baraquement. Les 4 autres femmes, dont Élise n'avait jamais su les noms et peut-être ne les saurait-elle jamais, se trouvaient dans divers états de désespoir et d'épuisement. L'une d'elles, une jeune blonde qui ne devait pas avoir plus de 19 ans, avait les yeux fixés dans le vide. Elle ne clignait pas des yeux, elle ne bougeait pas. Elle existait simplement, comme une coquille vide dont l'âme s'était déjà enfuie. Élise se traîna jusqu'à Simone, ses genoux raclant le sol de béton froid et rugueux. Elle toucha son visage avec une douceur qu'elle ne pensait plus posséder. « Simone, écoute-moi. Tu dois rester réveillée. » Simone ouvrit les yeux lentement, avec l'effort visible de quelqu'un qui lutte contre l'attraction du néant. Sa voix était un murmure rauque, à peine audible. « Pourquoi? Est-ce que ça changera quelque chose? » « Oui, parce que si tu abandonnes, il gagne. » Simone rit. Ce fut un son brisé, amer, presque inhumain. « Ils ont déjà gagné, Élise. Regarde-nous. Regarde où nous sommes. » Élise serra la main de Simone, sentant les os fragiles sous la peau glacée. « Non, ils ne gagnent que si on les laisse faire. Et je ne vais pas les laisser faire. » C'est à ce moment précis que la porte s'ouvrit avec un grincement qui semblait déchirer l'air lui-même. Le sergent Becker entra, suivi de 2 soldats dont les visages paraissaient presque identiques dans leur expression d'indifférence mécanique. Il s'arrêta à mi-chemin, ses yeux se posant sur Élise, libre, debout, au centre du baraquement comme une apparition qu'il n'aurait jamais dû voir. Ses yeux s'écarquillèrent. Pas de colère, de surprise authentique, presque admirative. « Comment ?» Élise ne répondit pas. Elle se contenta de le regarder fixement, et dans cette seconde suspendue dans le temps, quelque chose changea entre eux. Becker comprit que cette femme n'était pas comme les autres. Elle n'avait pas craqué. Elle ne craquerait pas. Il fit 2 pas en avant. Élise recula d'1 pas. Becker s'arrêta, et puis à la surprise de tous, il sourit. Un sourire étrange, presque respectueux. « Impressionnant », dit-il comme s'il admirait une œuvre d'art plutôt qu'une prisonnière. « 43 heures, et tu te bats encore. » Il se tourna vers les soldats, reprenant son ton militaire et autoritaire. « Attachez-la à nouveau, et cette fois utilisez les chaînes renforcées. » Mais avant que les soldats ne puissent bouger, Élise fit quelque chose d'inattendu. Elle parla. Elle ne cria pas. Elle ne supplia pas. Elle parla simplement, d'une voix ferme et claire qui résonna dans tout le baraquement comme une cloche. « Vous savez que tout cela va se terminer, n'est-ce pas ?» Becker fronça les sourcils, intrigué malgré lui. « Quoi ? La guerre. Le Reich. Tout cela. Ça va se terminer. Et quand ce sera fini, vous devrez répondre de tout ce que vous avez fait ici. » Becker rit. Ce fut un rire court, sec, dénué de joie. « Et qui nous accusera? Vous? Les femmes mortes ne témoignent pas. » Élise fit un pas en avant, défiant chaque instinct de survie qui lui criait de reculer. « Je témoignerai. » Il y eut un long silence, épais et pesant comme du plomb. Becker l'étudia comme s'il essayait de comprendre si c'était du courage ou de la folie, et puis, sans avertissement, il la gifla. Ce ne fut pas violent, ce fut calculé. Une gifle de quelqu'un qui veut rappeler à une autre personne sa place dans l'ordre des choses. « Attachez-la », ordonna-t-il aux soldats, sa voix redevenue froide et professionnelle. Et ils obéirent. 26 janvier 1943, 18h45. Élise était attachée à nouveau, mais cette fois les chaînes étaient différentes, plus lourdes, plus serrées, plus douloureuses. Chaque respiration était un effort conscient. Chaque mouvement, une agonie qui se propageait dans tout son corps comme des vagues de feu liquide. Mais son esprit était plus clair que jamais, aiguisé par la douleur et la détermination.
Elle commença à observer tout avec une attention méticuleuse. Les horaires auxquels les soldats entraient, leur routine, la façon dont ils parlaient entre eux, leurs plaisanteries forcées, leurs regards furtifs vers la porte, comme s'ils attendaient à quelque chose. Et elle perçut quelque chose d'important. Ils étaient nerveux. Il y avait de la tension dans l'air, une anxiété palpable qui transparaissait dans chaque geste précipité, dans chaque regard préoccupé qu'ils échangeaient, lorsqu'ils pensaient que personne ne les observait. Ce fut Simone qui l'entendit en premier, son ouïe aiguisée par les heures passées dans l'obscurité et le silence. « Élise, tu entends ça ?» Élise tendit l'oreille, concentrant toute son attention sur les sons lointains qui filtraient à travers les murs épais du baraquement. Au loin, très au loin, venait un son grave, rythmé, presque hypnotique. Des explosions, de l'artillerie lourde. « Les Alliés », murmura Simone, et pour la première fois depuis des jours, une étincelle d'espoir illumina ses yeux éteints. Ils avancent. Élise ne répondit pas immédiatement. Elle ne voulait pas nourrir de faux espoirs, sachant combien il était dangereux de croire en quelque chose qui pourrait ne jamais se réaliser. Mais au fond d'elle-même, dans un recoin secret de son cœur qu'elle pensait avoir fermé à clé, elle sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois, la possibilité que peut-être, juste peut-être, cet enfer puisse avoir une fin. Les heures qui suivirent furent les plus longues de sa vie. Le temps semblait s'être figé, chaque seconde s'étirant comme du caramel fondu. Élise observait la lumière faible des ampoules qui se balançaient doucement au plafond, créant des ombres dansantes sur les murs tachés de sang. Elle écoutait les respirations laborieuses des autres femmes, chacune luttant à sa manière contre l'épuisement et le désespoir. Elle sentait le froid mordant qui s'infiltrait à travers les fissures du bâtiment, transperçant ses vêtements déchirés et s'enfonçant jusqu'à ses os. Et elle attendait. 27 janvier 1943, 02h30. Les explosions étaient beaucoup plus proches maintenant, leurs grondements sourds faisant trembler les fondations du baraquement. De la poussière tombait du plafond à chaque impact, créant de petits nuages gris qui flottaient dans l'air stagnant. Les ampoules se balançaient violemment, projetant des ombres folles sur les murs, transformant le baraquement en un théâtre d'ombres cauchemardesques. Becker entra en courant, accompagné de 4 soldats dont les visages trahissaient une panique à peine contenue. Son visage était pâle, couvert de sueur malgré le froid glacial. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il consultait frénétiquement un document froissé qu'il tenait. « Nous avons reçu l'ordre d'évacuer », dit-il, presque sans souffle, sa voix trahissant une urgence qu'Élise n'avait jamais entendue auparavant. Toutes les annexes doivent être détruites, immédiatement. Un des soldats, le plus jeune, hésita. Son visage juvénile était déchiré par un conflit intérieur visible. « Et les prisonnières, monsieur ?» Becker regarda les femmes suspendues aux chaînes et Élise vit dans ses yeux quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à voir. Du doute, de l'hésitation, peut-être même du remords. « Les ordres sont clairs », dit Becker, mais sa voix vacilla, trahissant une incertitude qu'il tentait désespérément de masquer. Aucun témoin ne doit survivre. Élise sentit son sang se glacer dans ses veines, mais elle refusa de mourir en silence. Si c'était la fin, elle s'assurerait que ces hommes se souviendraient d'elle. « Tuez-nous maintenant, alors », dit-elle d'une voix ferme qui contrastait violemment avec sa situation désespérée. « Mais sachez que vous porterez cela pour toujours, chaque visage, chaque nom, chaque femme que vous avez détruite ici. Cela vous hantera jusqu'au dernier jour de vos vies misérables. » Becker la fixa longuement, et dans ses yeux, Élise vit un combat intérieur se dérouler. Et puis, à la surprise absolue de tous, il se tourna brusquement vers les soldats. « Sortez, maintenant. »« Mais monsieur, les ordres ? Sortez !» Les soldats obéirent, confus et perturbés, leurs bottes résonnant dans le couloir tandis qu'ils s'éloignaient. Becker resta seul avec les femmes, le silence soudain encore plus assourdissant que les explosions lointaines. Il marcha lentement jusqu'à Élise, chaque pas semblant lui coûter un effort immense. Il s'arrêta devant elle, et pendant un long moment, ils se regardèrent simplement. 2 êtres humains pris au piège dans l'absurdité d'une guerre qui détruisait tout sur son passage. Puis, lentement, presque avec révérence, il sortit une clé de sa poche. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'il la tenait. « Je ne suis pas un monstre », dit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure, comme s'il essayait de se convaincre lui-même,
plutôt que de convaincre Élise. Mais je suis un soldat, et les soldats suivent les ordres. C'est ce qu'on nous a appris. C'est ce qui nous maintient en vie. Il déverrouilla les chaînes d'Élise. Elles tombèrent au sol avec un bruit métallique qui résonna comme un coup de cloche dans le silence. Élise massa ses poignets meurtris, sentant le sang circuler à nouveau dans ses membres engourdis, une sensation à la fois douloureuse et libératrice. « Vous avez 5 minutes, » continua Becker, évitant son regard. « Prenez celles qui peuvent encore marcher et sortez d'ici. Il y a un camion de ravitaillement à 200 mètres sur la route principale. Si vous avez de la chance, vous pourrez vous y cacher. » Élise le regarda, incrédule, cherchant le piège, la tromperie, mais ne trouvant dans ses yeux qu'une fatigue profonde et quelque chose qui ressemblait presque à du désespoir. « Pourquoi ?» Becker ne répondit pas. Il se contenta de se tourner et de marcher vers la porte, ses épaules courbées comme sous le poids d'un fardeau invisible. Avant de sortir, il s'arrêta un instant, sans se retourner. « Parce que j'ai une sœur, » dit-il simplement. « Elle aurait votre âge. » Et puis il disparut dans l'obscurité du couloir, fermant la porte derrière lui avec un claquement définitif. Qu'est-ce qui pousse un sergent allemand, entraîné à obéir sans questionner, à désobéir à un ordre direct d'élimination? Cette question tourmenterait les historiens pendant des décennies, alimentant d'innombrables débats sur la nature humaine, la moralité en temps de guerre et les limites de l'obéissance. Mais en cette aube glacée de janvier, Élise Duret n'avait pas le temps pour les questions philosophiques. Elle n'avait que 5 minutes, et 6 femmes à sauver du néant. 27 janvier 1943. 02h37. Élise n'hésita pas une seule seconde. Dès que la porte se referma derrière Becker, elle courut jusqu'à Simone et commença à défaire ses chaînes avec une urgence fébrile. Ses mains tremblaient, ses doigts encore engourdis par le manque de circulation sanguine, mais l'adrénaline parlait plus fort que la douleur. Elle sentait chaque seconde s'écouler comme du sable entre ses doigts, chaque instant précieux qui les rapprochait soit de la liberté, soit de la mort. La chaîne céda enfin. Simone tomba à genoux, respirant avec difficulté, son corps affaibli protestant contre chaque mouvement. « Lève-toi » dit Élise en la tenant fermement par les épaules, son regard intense plongeant dans celui de Simone. « Maintenant, nous n'avons pas de temps à perdre. » Simone hocha la tête, encore étourdie, mais elle se força à se mettre debout, ses jambes tremblant sous son propre poids, comme des branches fragiles dans le vent. Élise regarda les 4 autres femmes suspendues aux chaînes. La jeune blonde était inconsciente, sa tête pendant mollement sur sa poitrine, sa respiration si faible qu'elle était presque imperceptible. 2 des autres semblaient à peine capables de garder les yeux ouverts, leur regard vitreux fixant un point invisible dans le vide. Seule une femme, environ 30 ans, cheveux châtains courts et visage marqué par des cicatrices récentes qui racontaient leur propre histoire de survie, semblait encore avoir un peu de force dans son corps épuisé. « Toi !» Élise pointa vers elle avec détermination. « Comment tu t'appelles ?»« Hélène. Hélène, aide-moi à détacher les autres. Vite !» Ensemble, elles travaillèrent avec une efficacité née du désespoir. Leurs doigts s'activaient frénétiquement sur les serrures rouillées, ignorant la douleur qui traversait leurs poignets meurtris. Elles libérèrent 2 des femmes. Mais la jeune blonde et une autre prisonnière étaient dans un état critique. Elles ne pouvaient même pas lever la tête. Leurs corps pendaient comme des poupées désarticulées dont on aurait coupé les fils. « Nous ne pouvons pas les porter », dit Hélène, sa voix pragmatique et cruelle dans son honnêteté brutale. « Elles ne survivront pas de toute façon. » Élise regarda les 2 femmes, et son cœur se brisa en 1000 morceaux. Elle savait qu'Hélène avait raison. Le pragmatisme froid de la guerre ne laissait aucune place au sentimentalisme. Mais l'idée de les abandonner ici, de les laisser mourir seuls dans ce lieu maudit... « Non, » dit Élise fermement, même si sa voix tremblait légèrement. « Nous ne les laissons pas. Élise, si nous restons, nous mourrons toutes, toutes. Est-ce que tu comprends ça ?» Élise serra les poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. Elle savait. Dieu comme elle savait. Mais accepter cette vérité signifiait accepter qu'elle était devenue comme eux, capable de calculer la valeur d'une vie humaine en secondes et en chances de survie. Et puis, après un moment qui sembla durer une éternité, elle prit la décision la plus difficile de sa vie. Elle s'agenouilla à côté de la jeune blonde, toucha son visage avec une tendresse infinie et murmura à travers les larmes qui brûlaient de ses yeux:
Pardonne-moi. Je suis tellement désolée. » Puis elle se leva, le cœur lourd comme du plomb, et courut vers la porte sans se retourner, sachant que si elle regardait en arrière, elle n'aurait jamais la force de partir. 27 janvier 1943, 02h42. Le froid de l'aube frappa Élise comme un coup de poing. La température était largement en dessous de zéro, l'air glacial mordant sa peau exposée comme des milliers de petites lames. La neige couvrait le sol d'un manteau blanc et trompeur qui cachait les racines et les pierres, rendant chaque pas dangereux. Le baraquement se trouvait dans une zone isolée, entourée d'arbres squelettiques et de débris de constructions anciennes qui ressemblaient à des ossements géants dans la pénombre. Au loin, les explosions continuaient leur symphonie macabre, illuminant le ciel de lueurs oranges et rouges qui peignaient les nuages de couleurs infernales. « Par où ?» demanda Simone, tremblant violemment, ses dents claquant si fort qu'elle pouvait à peine articuler les mots. Élise regarda autour d'elle avec une concentration intense, ses yeux balayant le paysage pour trouver un repère, n'importe quoi qui pourrait les guider. Baker avait dit 200 mètres, route principale. Elle aperçut une étroite piste entre les arbres, à peine visible dans l'obscurité, marquée par des traces de pneus à demi effacées par la neige récente. « Par là, allons-y. » Elles coururent. Ou plutôt, elles essayèrent de courir. Leur corps était trop faible, leurs muscles atrophiés par des jours d'immobilité forcée. Chaque foulée était une torture, chaque respiration brûlait leurs poumons comme du feu liquide. Simone trébucha 2 fois, ses jambes cédant sous elle comme si elle refusait de continuer à obéir. Hélène la rattrapa à chaque fois, la soutenant avec une force qu'elle ne savait pas posséder. L'une des autres femmes, dont Élise ne connut jamais le nom et ne le connaîtrait jamais, tomba dans la neige et ne se releva plus. Son corps resta là immobile, une forme sombre contre le blanc immaculé. Élise s'arrêta, se retourna, chaque fibre de son être hurlant de revenir en arrière. « Non, continue », dit Hélène d'une voix dure en la tirant par le bras avec une force brutale. Élise continua, chaque pas s'enfonçant dans sa conscience comme une trahison. 2 minutes plus tard, elles aperçurent la route. Et là, exactement comme Baker l'avait dit, se trouvait un camion de ravitaillement allemand, garé sur le côté. Son moteur éteint, mais sa silhouette massive offrant une promesse de salut. 2 soldats fumaient à côté, adossés au véhicule, conversant à voix basse dans leur langue gutturale. Leurs silhouettes se découpaient contre le ciel qui commençait à peine à s'éclaircir à l'est. « Comment allons-nous passer devant eux ?» murmura Simone, sa voix à peine audible, tremblante de peur et d'épuisement. Élise regarda autour d'elle avec l'œil d'un stratège né de la nécessité. Il y avait une pile de caisses en bois empilées à côté du camion, probablement des munitions ou des provisions. Si elle pouvait atteindre ces caisses sans être vue, elles auraient une chance, aussi mince soit-elle. Par le côté, lentement, sans faire de bruit, elles se déplacèrent comme des ombres dans la nuit, accroupies, utilisant chaque arbre, chaque buisson, chaque irrégularité du terrain pour se cacher. L'obscurité et la brume matinale jouaient en leur faveur, créant un voile de protection précaire. Les soldats étaient distraits, se plaignant du froid mordant et de la guerre qui n'en finissait pas, leurs cigarettes créant de petits points rouges dans l'obscurité. Élise atteignit les caisses la première, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'ils ne l'entendent. Simone et Hélène la suivirent, se collant contre les caisses rugueuses. La 4e femme, épuisée au-delà de toute limite humaine, s'arrêta à quelques mètres, sa respiration sifflante brisant dangereusement le silence. Un des soldats tourna brusquement la tête, ses sens aiguisés par des mois de combat détectant quelque chose d'anormal. « Tu as entendu ça ?» L'autre soldat jeta sa cigarette dans la neige où elle grésilla et s'éteignit, puis il saisit son fusil avec des gestes professionnels et précis. « Je vais vérifier. » Élise sentit la panique monter en elle comme une vague déferlante, menaçant de la submerger complètement. Il n'y avait plus de temps pour la prudence, plus de temps pour la stratégie. Elle regarda Simone et Hélène et articula en silence, ses lèvres formant les mots que sa voix ne pouvait prononcer. « Maintenant !» Et alors, les 3 femmes coururent. Non pas vers l'avant, vers l'intérieur du camion. Il y eut des cris qui déchirèrent la nuit. Des coups de feu qui résonnèrent comme le tonnerre. Élise sentit quelque chose de chaud passer tout près de son épaule, l'air déplacé par la balle effleurant sa peau, mais elle ne s'arrêta pas. Elle sauta à l'arrière du camion,
tira Simone à l'intérieur avec une force qu'elle ne savait pas posséder. Et Hélène entra juste derrière elle, sa respiration haletante remplissant l'espace confiné. Élise frappa violemment la paroi latérale du camion, hurlant de toutes ses forces « Conduis, conduis !» Et alors, par un miracle inexplicable qui défierait toute logique, le moteur du camion se mit en marche. Il n'y avait pas de conducteur. Les soldats couraient encore derrière elle, criant des ordres dans leur allemand guttural. Mais le camion commença à bouger, descendant la route inclinée par pure inertie et gravité, roulant sur la neige gelée comme un navire à la dérive, sur une mer tumultueuse. Simone regarda Élise, haletante, incrédule, ses yeux reflétant un mélange de terreur et d'émerveillement. Comment... Élise n'avait pas de réponse. Elle ne comprenait pas elle-même ce qui venait de se passer. Elle s'accrocha simplement à la paroi latérale du camion, sentant le vent froid gifler son visage, pénétrer ses vêtements déchirés, et elle se permit, pour la première fois en ce qui lui semblait être une éternité, de croire que peut-être, elle allait survivre. Le camion continua à rouler dans la pénombre grandissante, cahotant sur la route défoncée, les secouant violemment à chaque nid de poule. Derrière elle, les voix des soldats s'estompèrent progressivement, avalées par la distance et le vent. Élise ferma les yeux un instant, permettant à son corps de trembler, permettant à la réalité de ce qui venait de se passer de s'infiltrer lentement dans sa conscience engourdie. Elles avaient réussi. Contre toute attente, contre toute logique, elles avaient réussi. 27 janvier 1943, 04h15. Le camion s'arrêta brusquement 3 kilomètres plus loin lorsqu'il percuta un arbre tombé en travers de la route, ses branches nues tendues vers le ciel comme des bras suppliants. L'impact projeta les 3 femmes contre la paroi avant du camion, leur corps déjà meurtri absorbant un nouveau choc. Élise, Simone et Hélène sortirent en titubant, blessées, épuisées au-delà de toute mesure, mais vivantes, miraculeusement vivantes. Au loin, portées par le vent froid du matin, elles entendirent des voix, pas allemandes, françaises, le son le plus beau qu'elles aient jamais entendu. C'étaient des membres de la résistance. Un homme à la barbe grisonnante et portant une béret noire courut vers elles, ses yeux s'écarquillant d'horreur et de compassion en voyant leur état. Derrière lui, d'autres silhouettes émergèrent de la forêt, des hommes et des femmes au visage marqué par la guerre, portant des armes disparates et des vêtements usés. « Mon Dieu, d'où venez-vous » demanda l'homme d'une voix rauque, chargée d'émotion. Élise ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Sa gorge était trop serrée, ses émotions trop intenses pour être traduites en paroles. Son corps, ayant enfin atteint la sécurité relative qu'il cherchait désespérément, céda finalement. Elle tomba à genoux dans la neige froide, et tout devint noir autour d'elle, la conscience la quittant comme une bougie qu'on souffle. Mais même en perdant connaissance, même en sombrant dans l'obscurité accueillante de l'inconscience, une seule certitude pulsait dans l'esprit d'Élise Duret comme un phare dans la nuit. Elle n'oublierait pas. Elle ne pardonnerait pas. Et surtout, elle ne permettrait jamais que le monde oublie ce qui s'était passé dans ce baraquement sans nom, parce que maintenant elle n'était plus simplement une survivante. Elle était une témoin. Et son témoignage était sur le point de tout changer. Le baraquement secret de Thionville, que les cartes militaires allemandes n'avaient jamais osé marquer, que les rapports officiels n'avaient jamais mentionné, que l'histoire aurait pu oublier pour toujours, allait être exposé au grand jour. Grâce à une femme de 22 ans qui avait refusé de mourir en silence. Grâce à Élise Duret, qui venait de transformer sa douleur en arme, son trauma en témoignage, et sa survie en acte de résistance. 14 avril 1945. Tribunal militaire provisoire, Paris, France. 2 ans et demi s'étaient écoulés depuis cette aube glacée à Thionville. 2 ans et demi pendant lesquels le monde avait continué à tourner, la guerre avait continué à dévorer des vies, et l'histoire avait continué à s'écrire dans le sang et les cendres. Mais maintenant, enfin, quelque chose changeait. La guerre avait pris fin. L'Allemagne s'était rendue. Et maintenant, dans les salles majestueuses d'un tribunal français improvisé, dans un ancien palais dont les lustres en cristal avaient jadis éclairé des bals somptueux, d'anciens officiers allemands étaient assis sur des bancs de bois usés, attendant leur jugement avec des expressions variées, certains défiants, d'autres résignés, quelques-uns visiblement terrifiés. Parmi eux, le sergent Friedrich Becker.
Élise Duret était assise au premier rang de la galerie, vêtue d'un manteau simple de laine grise qui contrastait avec l'opulence fanée de la salle. Ses cheveux, qui avaient repoussé après avoir été coupés de force pendant sa captivité, étaient attachés en un chignon bas et élégant. Ses mains, qui avaient tremblé pendant des mois après l'évasion, qui s'étaient réveillées en sursaut dans la nuit, en serrant des draps imaginaires, étaient maintenant fermes et posées calmement sur ses genoux. Elle ne détourna pas le regard de Becker, pas même une seconde. Leurs yeux se rencontrèrent à travers la salle bondée, et dans ce regard se trouvait toute l'histoire non racontée de cette nuit de janvier. Il la regardait aussi, et dans ses yeux à lui, Élise vit quelque chose qui la surprit profondément. Du soulagement. Comme si ce moment, ce jugement tant redouté, représentait paradoxalement une forme de libération. Le juge, un homme aux cheveux blancs comme la neige et à la voix grave qui résonnait dans toute la salle, frappa son marteau contre le bureau avec un son sec qui fit sursauter plusieurs personnes dans l'assistance. Témoin suivant, Élise Duret. Élise se leva lentement, avec une dignité qui contrastait violemment avec l'état dans lequel elle se trouvait la dernière fois qu'elle avait vu Becker. Elle marcha jusqu'au pupitre, ses pas résonnant dans le silence absolu qui s'était abattu sur la salle. Chaque regard était fixé sur elle, chaque respiration semblait suspendue. Elle posa sa main droite sur la Bible usée, son cuir craquelé témoignant de milliers de serments antérieurs, et jura de dire la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Et alors, avec une voix claire et ferme qui ne tremblait pas une seule fois, elle commença à parler. Elle raconta tout. Les interrogatoires brutaux de la Gestapo, où les questions se répétaient sans fin jusqu'à ce que les mots perdent leur sens. Le fourgon qui l'avait conduite jusqu'au baraquement, ses fenêtres obscurcies transformant le voyage en une descente vers l'inconnu. Les chaînes qui mordaient à la chair jusqu'à l'os. Les 48 heures qui s'étiraient comme une éternité de souffrance. L'odeur indescriptible qui imprégnait chaque respiration, chaque pensée. La douleur qui devenait si familière qu'elle cessait presque d'être de la douleur pour devenir simplement l'état normal de l'existence. Le désespoir qui rongeait l'âme plus sûrement que les chaînes ne rongèrent le corps. Les femmes qui mouraient, leur dernier regard hantant encore ces nuits. Les femmes qu'elles avaient dû abandonner, leur visage gravé dans sa mémoire comme des accusations silencieuses. Et finalement, elle parla de la décision de Becker de les laisser fuir, cette décision inexplicable qui défait toute logique militaire, toute obéissance aveugle, toute déshumanisation systématique que la guerre avait imposée. Quand elle termina, le tribunal était plongé dans un silence si profond qu'on aurait pu entendre tomber une épingle. Même les avocats de la défense, habitués aux horreurs de la guerre et aux récits atroces, semblaient incapables de parler, leur visage pâle trahissant le choc. Les journalistes présents dans la salle avaient cessé d'écrire, leurs stylos suspendus au-dessus de leurs carnets. Certaines personnes dans la galerie pleuraient ouvertement, leurs sanglots étouffés brisant le silence par intermittence. Le juge, qui avait présidé des dizaines de procès similaires et pensait avoir tout entendu, s'éclaircit la gorge avec difficulté. Il retira ses lunettes, les nettoya lentement puis les remit, comme s'il avait besoin de ce moment pour retrouver sa contenance professionnelle. L'accusé a-t-il quelque chose à dire? Becker se leva lentement, le bruit de ses chaînes résonnant dans le silence comme un glas. Ses mains étaient menottées devant lui, les menottes brillant sous les lustres. Son visage était pâle, marqué par les mois de prison préventive, mais sa voix, lorsqu'il parla, était ferme et claire. « Oui, votre honneur, je voudrais demander pardon. » Des murmures parcoururent la galerie comme une vague. Certains exprimèrent la surprise, d'autres l'indignation. Comment osait-il demander pardon après ce qu'il avait fait? Le juge leva la main, réclamant le silence d'un geste autoritaire. Pardon pourquoi, spécifiquement? Becker tourna son regard vers Élise, et pendant un long moment, ils se regardèrent simplement. Deux personnes liées pour toujours par une nuit qui avait changé leur vie de manière irréversible. Pour tout, pour avoir suivi des ordres que je savais être immoraux, pour avoir permis que ces horreurs se produisent sous mon commandement, pour avoir cru qu'obéir était plus important qu'être humain, pour chaque femme qui a souffert dans ce baraquement, pour chaque vie brisée, pour avoir transformé des êtres humains en numéros, en objectifs, en simples obstacles à l'efficacité militaire. Il fit une pause, sa voix se brisant légèrement pour la première fois. Mais je ne demande pas pardon pour les avoir laissés s'échapper.
Cela a été la seule chose correcte que j'ai faite pendant toute cette guerre maudite. Si je devais revivre ce moment 1000 fois, je ferais le même choix 1000 fois. Le juge nota quelque chose dans son carnet avec des gestes méthodiques. La salle attendait, retenant son souffle. Puis, après une longue délibération pendant laquelle il consulta à voix basse, avec les 2 autres juges assis à ses côtés, il prononça la sentence d'une voix solennelle, 10 ans de prison pour complicité dans des crimes de guerre. Becker accepta la sentence en silence, hochant simplement la tête. Lorsqu'il fut emmené hors de la salle par 2 gardes, il passa près d'Élise. Il s'arrêta pendant une fraction de seconde, juste assez longtemps pour murmurer des mots que seule elle pouvait entendre. « Merci d'avoir survécu. Merci d'avoir témoigné. Merci de m'avoir permis de redevenir humain, ne serait-ce qu'un instant. » Élise ne répondit pas. Elle se contenta de le regarder être emmené, ses chaînes cliquetant avec chacun de ses pas, disparaissant derrière les grandes portes sculptées du tribunal. Et dans son silence se trouvait quelque chose de plus puissant que n'importe quel mot, l'acceptation que la justice, aussi imparfaite soit-elle, était nécessaire pour que le monde puisse continuer à tourner. 22 septembre 1947. Petit village d'Alsace, France. Élise Duret vivait maintenant dans une maison modeste à la campagne, loin des grandes villes avec leur agitation constante, loin des souvenirs les plus douloureux qui hantaient chaque coin de rue de Thionville. Sa maison, bien que simple, était lumineuse et accueillante, avec des rideaux blancs qui dansaient dans la brise et un petit jardin où elle cultivait des roses, symbole de beauté capable de fleurir même dans un monde qui avait connu tant d'horreurs. Elle travaillait comme institutrice dans une école primaire du village, enseignant l'histoire, la géographie et les mathématiques à des enfants dont les yeux brillaient encore d'innocence. Et toujours, lorsque ses élèves posèrent des questions sur la guerre, et ils en posaient souvent, leurs jeunes esprits essayant de comprendre le monde dans lequel ils étaient nés, elle racontait, non pas de manière légère, avec des euphémismes qui édulcorèrent la vérité, non pas de manière romantisée, transformant l'horreur en aventure héroïque, mais de manière réelle, honnête, avec juste assez de détails pour qu'ils comprennent sans être traumatisés. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles dorées tombaient doucement devant les fenêtres de la classe, l'une de ses élèves, une petite fille de 9 ans nommée Colette, aux cheveux bouclés et aux yeux curieux, leva timidement la main. « Madame Duret, pourquoi racontez-vous ces histoires? Elles sont si tristes. Pourquoi ne pas parler seulement des belles choses ?» Élise posa la craie qu'elle tenait et se tourna vers la classe. Elle regarda chacun de ces jeunes visages, ces enfants qui représentèrent l'avenir, et sourit. Ce fut un sourire triste, empreint de mélancolie mais sincère. Parce que Colette, si je ne raconte pas, personne ne racontera. Et si personne ne raconte, les gens oublieront. Et si les gens oublient, cela pourrait se reproduire. L'oubli est le terreau sur lequel poussent les pires horreurs de l'humanité. Colette pencha la tête, réfléchissant avec le sérieux touchant des enfants qui essaient de comprendre les complexités du monde des adultes. « Vous avez peur que cela se reproduise ?» Élise regarda par la fenêtre, vers les champs verts et tranquilles d'Alsace qui s'étendaient à l'horizon, vers les montagnes lointaines qui se découpaient contre le ciel d'automne, puis elle ramena son regard vers la fillette. « Oui, j'ai peur. Mais tant qu'il y aura des gens qui se souviennent, qui racontent, qui refusent de laisser l'histoire être réécrite ou oubliée, il y a de l'espoir. La mémoire est notre meilleure défense contre la répétition des erreurs du passé. » 23 janvier 1983. Musée de la Résistance, Paris, France. 40 ans exactement après cette aube glacée à Thionville, Élise Duret, maintenant âgée de 62 ans, se tenait debout devant une plaque de bronze nouvellement installée. Ses cheveux étaient maintenant complètement blancs, son visage portait les marques du temps, mais ses yeux conservaient la même clarté, la même détermination qu'ils avaient eue cette nuit-là. Sur la plaque, gravée en lettres simples mais indélébiles, se trouvaient les noms de toutes les femmes qui étaient passées par ce baraquement maudit, celles qui avaient survécu et celles qui n'avaient pas eu cette chance. Marguerite Leblanc, Simone Mercier, Hélène Rousseau, Marie Fontaine, Anne Beaumont, Catherine Dubois, et tant d'autres, certaines dont les noms n'avaient jamais été connus, identifiés seulement comme inconnus, bre 1, inconnus, bre 2, mais dont les vies comptaient tout autant.
Simone était décédée en 1979, de cause naturelle, entourée de ses petits-enfants dans une maison paisible de Provence. Avant de mourir, elle avait écrit une lettre à Élise, une lettre que celle-ci gardait toujours dans son sac. « Merci de m'avoir donné 40 ans de plus, 40 ans de printemps, d'été au soleil, d'automne doré et d'hiver au coin du feu, 40 ans que je n'aurais jamais eu sans ton courage. » Hélène avait émigré au Canada en 1950 et n'était jamais revenue en France, incapable de supporter les souvenirs que chaque rue, chaque bâtiment, chaque accent français ravivait. Elle avait changé de nom, construit une nouvelle vie, mais elle écrivait à Élise chaque année à la même date, le 27 janvier, une carte simple avec seulement 3 mots, je me souviens. Les autres. Élise n'avait jamais su leur destin final. Certaines avaient peut-être survécu, quelque part, sous de nouveaux noms, dans de nouveaux pays, essayant d'oublier. D'autres avaient probablement succombé à leurs blessures, physiques ou psychologiques, dans les mois et les années qui avaient suivi. Mais leur nom était là maintenant, préservé, immortalisé, témoin silencieux d'une époque que le monde ne devait jamais oublier. Un journaliste de France Inter s'approcha d'Élise, un magnétophone à la main, son regard respectueux reconnaissant l'importance du moment. « Madame Duret, après 40 ans, que ressentez-vous en voyant cette plaque ?» Élise regarda les noms gravés, passant doucement ses doigts sur le bronze froid, traçant les lettres comme pour les maintenir en vie par son toucher. « Je ressens que leur mort n'a pas été vaine. Je ressens que tant que cette plaque existera, elles seront encore vivantes d'une certaine manière. Leurs histoires continueront à être racontées, leurs souffrances ne seront pas oubliées. Et je ressens... » Sa voix faillit pour un instant, la première fois en 40 ans qu'elle se permettait cette vulnérabilité en public. « Je ressens que je peux enfin me reposer, que le fardeau que je portais, le devoir de témoigner, est maintenant partagé par tous ceux qui lisent ces noms. » Le journaliste posa quelques questions supplémentaires sur les détails historiques, sur l'importance de la mémoire collective, sur les leçons que les nouvelles générations devaient tirer de cette période sombre. Mais Élise ne prêtait déjà plus vraiment attention à ses paroles. Elle regardait les noms, et dans son esprit, elle entendait leur voix. Marguerite priant doucement dans l'obscurité, Simone murmurant des espoirs impossibles, la jeune blonde dont le nom était resté à jamais inconnu, ses dernières respirations résonnant encore dans la mémoire d'Élise, comme un reproche éternel. Et alors, pour la première fois en 40 ans, Élise Duret se permit de pleurer. Non pas des larmes de tristesse pure, mais des larmes de libération. Des larmes qui disaient qu'elle avait accompli ce qu'elle s'était promis d'accomplir, qu'elle avait transformé sa survie en quelque chose de significatif, que sa vie avait eu un sens au-delà de la simple continuation de l'existence. 15 mars 2004. Élise Duret s'est éteinte à l'âge de 83 ans, dans sa maison en Alsace, entourée de ses petits-enfants qui tenaient ses mains et lui murmuraient des mots d'amour. Dans son testament, écrit de sa propre main avec l'élégance simple qui la caractérisait, elle avait laissé une seule instruction claire et non négociable, que son histoire soit racontée. Toujours, sans filtre qui édulcorerait la vérité, sans romantisation qui transformerait l'horreur en aventure. Pour qu'aucune génération future ne puisse jamais dire qu'elle ne savait pas, qu'elle n'avait pas été avertie, qu'elle n'avait pas compris de quoi l'humanité était capable dans ses moments les plus sombres. Et aujourd'hui, plus de 60 ans après cette nuit glacée de janvier 1943, sa voix résonne encore, non pas seulement dans les musées aux murs froids et aux éclairages tamisés, non pas seulement dans les livres d'histoire qui prennent la poussière sur les étagères des bibliothèques, mais dans chaque personne qui écoute son histoire et décide, consciemment, de ne pas oublier, dans chaque enseignant qui la raconte à ses élèves, dans chaque parent qui explique à ses enfants pourquoi la mémoire est importante, dans chaque individu qui refuse de détourner le regard face aux injustices du présent en se souvenant des horreurs du passé. Parce que la mémoire n'est pas simplement un exercice nostalgique de remembrance du passé. C'est un acte actif de protection du futur. C'est un bouclier contre la répétition des erreurs tragiques. C'est une lumière qui éclaire le chemin dans l'obscurité morale. Et tant qu'il y aura quelqu'un pour raconter, quelqu'un pour écouter, quelqu'un pour se souvenir, des femmes comme Élise Duret, Simone Mercier, Hélène Rousseau et toutes les autres dont les noms sont gravés sur cette plaque de bronze ne seront jamais vraiment mortes. Elles vivront dans chaque histoire racontée, dans chaque leçon apprise,
dans chaque acte de courage inspiré par leur exemple. Et peut-être, juste peut-être, leur sacrifice n'aura pas été vain. Cette histoire n'est pas qu'un simple récit du passé. C'est un miroir tendu vers notre présent, un avertissement pour notre avenir. Élise Duret et les milliers de femmes comme elle ont enduré l'impensable, non pas pour que nous pleurions leur mémoire dans le silence, mais pour que nous comprenions ce dont l'humanité est capable lorsque l'indifférence remplace l'empathie, lorsque l'obéissance aveugle remplace la conscience morale. Leur souffrance n'a de sens que si nous, aujourd'hui, refusons de détourner le regard, si nous choisissons de nous souvenir, si nous transformons leur témoignage en action, leur douleur en vigilance. Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé quelque chose en vous, de la colère, de la tristesse, de l'espoir ou simplement une prise de conscience, alors ne la gardez pas pour vous. Abonnez-vous à cette chaîne pour que des récits comme celui-ci continuent d'être racontés, pour que la mémoire collective reste vivante. Laissez un commentaire en nous disant d'où vous écoutez cette histoire, ce qu'elle a provoqué en vous, si vous connaissiez l'existence de ces baraquements secrets dont l'histoire officielle parle si peu. Chaque voix qui se joint ici devient un maillon de plus dans la chaîne de la mémoire, un rempart supplémentaire contre l'oubli, parce qu'au fond, nous avons tous un choix à faire. Nous pouvons écouter ces histoires et passer à autre chose, les laissant s'évaporer comme de la fumée dans le vent. Ou nous pouvons les porter avec nous, les partager, les transformer en leçons vivantes qui guident nos actions aujourd'hui. Élise Duret a choisi de survivre pour témoigner. Elle a transformé ses 48 heures d'enfer en 60 ans de mission. Et maintenant, c'est à notre tour de témoigner, à notre tour de nous souvenir, à notre tour de faire en sorte que plus jamais, jamais, l'humanité ne permette que de telles horreurs se reproduisent dans l'ombre, en silence, sans que personne ne dise « Non, pas en mon nom ».